Donc on va parler maintenant de la prévention et du dépistage finalement de patients à haut risque en prenant l'exemple des cancers du poumon et du dépistage du cancer du poumon. Pourquoi? Parce que le cancer du poumon est finalement l'un des cancers les plus fréquents. On est à près de 50 000 nouveaux cas chaque année en France. C'est un cancer qui effectivement est toujours en augmentation de fréquence, de nombre de nouveaux cas, notamment chez les femmes. Et c'est l'un des cancers surtout les plus mortels. Contrairement à d'autres cancers fréquents comme le cancer de la prostate ou le cancer du sein, qui sont des cancers avec une évolution sur plusieurs années et parfois des évolutions qui sont très prolongées finalement dans le temps, la médiane de survie des cancers du poumon, elle reste autour d'1 an et demi aujourd'hui. Donc c'est mieux que dans le passé, mais ça reste une maladie qui est quasiment constamment mortelle finalement, dès lors que en fait on la détecte, on fait le diagnostic à un stade qui est tardif dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce que dans le poumon, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de signes spécifiques. Les patients peuvent tousser, peuvent effectivement avoir du mal à respirer, être essoufflés, mais ce n'est pas spécifique finalement d'un cancer du poumon, contrairement par rapport par exemple à une boule qu'on va sentir dans le sein, qui va tout de suite donner l'alerte, contrairement à des signes urinaires pour le cancer de la prostate par exemple. Donc en fait, le cancer du poumon, il peut évoluer, mesurer 1 cm, 2 cm, 3 cm, 10 cm, sans qu'il y ait franchement de symptômes qui vont se développer chez le malade. Et donc il y a une longue phase qui est complètement asymptomatique. Et donc ce qui fait porter le diagnostic chez plus de 60% des patients pour le cancer du poumon, ce sont les métastases, donc l'extension de la maladie en dehors du poumon lui-même. Et donc ce qu'on appelle le stade métastatique, le stade 4, qui est une maladie pour laquelle finalement on n'a pas de possibilité de traitement à visée curative aujourd'hui. Donc il y a une longue phase d'évolution où il n'y a pas de symptômes finalement, et souvent c'est la métastase, qui peut être dans le cerveau, dans le foie, dans l'os, qui va donner des symptômes et faire porter le diagnostic du cancer du poumon. Il y a près de 60% des patients qui sont diagnostiqués à un stade où la tumeur dans le poumon s'associe à des métastases en dehors du poumon. On connaît effectivement quels sont les risques du cancer du poumon, et le principal risque, c'est le tabagisme, le fait d'avoir une consommation de tabac. Dans le tabagisme, c'est surtout la durée en fait, de la consommation qui compte, beaucoup plus que la quantité. Donc typiquement, lorsqu'on est fumeur, on est fumeur. Et le risque de cancer du poumon, il augmente de façon exponentielle avec la durée du tabagisme. Pas tellement finalement avec la quantité. Donc quand on dit j'ai réduit mon tabagisme, je fume plus que 10 cigarettes par jour, 5 cigarettes par jour, 2 cigarettes par jour, on est toujours fumeur en fait, et le risque continue finalement d'augmenter. Quand on arrête de fumer, le risque de cancer du poumon qui est constitué, il reste tel quel, mais il arrête finalement d'augmenter. Donc il y a toujours un bénéfice à arrêter de fumer, mais le plus tôt on le fait, plus on va réduire notre durée de tabagisme et donc le risque de cancer du poumon. Donc finalement, cancer fréquent, cancer mortel, plus de 30 000 décès chaque année en France. Typiquement, il y a aujourd'hui autant, sinon voire plus de décès chez les femmes par cancer du poumon que par cancer du sein. Pourquoi? Parce que le cancer du sein est une maladie qui est moins mortelle finalement aujourd'hui. On sait identifier la population à risque, donc ces patients à haut risque, ce sont les fumeurs. Alors quels fumeurs? Eh bien, ce sont surtout les fumeurs de plus de 50 ans et qui ont fumé pendant plus de 20 ans, qu'ils aient arrêté ou qu'ils n'aient pas arrêté finalement leur tabagisme. Et donc cette question finalement, une maladie qui est diagnostiquée à un stade tardif avec un risque connu et une longue phase où il n'y a pas de symptômes, c'est typiquement une maladie pour laquelle on peut développer un dépistage. Il y a un certain nombre de critères pour le dépistage, qui sont les critères de la Haute Autorité de Santé, mais qui sont aussi les critères de l'Organisation Mondiale de la Santé. Finalement, lorsque la maladie elle est détectable à un stade précoce, eh bien, c'est l'un des critères. Il faut qu'il y ait des traitements efficaces pour cette maladie à un stade précoce. Il faut bien sûr que ça diminue la mortalité. Et donc, finalement, dans le cancer du poumon, l'idée du dépistage, c'est de faire le diagnostic du cancer du poumon lorsqu'il mesure 5 mm, 1 cm, 2 cm, quand il est dans le poumon, qui n'a pas encore donné d'extension finalement à distance, et donc de pouvoir le détecter très tôt, parce que lorsque le cancer du poumon est à un stade tout petit comme ça dans le poumon, on va pouvoir l'opérer, et là, on guérit les patients avec la chirurgie. Donc finalement, comment on fait pour détecter ce cancer du poumon très précocement?
en faisant des radios, et pas des radios simples des poumons, un scanner qui est une radio précise finalement, qui permet de détecter justement ces cancers du poumon lorsqu'ils sont tout petits de façon très efficace. Donc finalement, on a une maladie qui évolue d'un stade très limité à un stade avancé. On peut la détecter lorsqu'elle est limitée finalement dans le poumon grâce au scanner. On a un traitement qui guérit lorsqu'on la détecte précocement. C'est exactement l'exemple de la mammographie et du cancer du sein finalement. Finalement, le scanner est un examen qui est très disponible. Tous les cabinets de radio ont un scanner finalement. Voilà. L'autre point, c'est de dire, mais est-ce qu'on connaît la population à risque? On l'a vu tout à l'heure, oui, ce sont ces fumeurs de plus de 50 ans, plus de 20 ans de tabac, ce sont les personnes les plus à risque de cancer du poumon. Dans cette population-là, si on prend des fumeurs de plus de 50 ans en traversant la rue, finalement, il y en a 1 à 2% qui ont un cancer du poumon déjà. Donc ça peut paraître peu, mais en fait c'est beaucoup à l'échelle finalement d'une population de personnes de plus de 50 ans. On sait donc les identifier, ces patients à risque. Et puis, il faut qu'il y ait des données qui démontrent que faire des scanners à ces personnes à risque réduit la mortalité, c'est-à-dire le risque de mourir du cancer du poumon. C'est pas augmenter la survie, parce que plus on détecte tôt, plus la survie elle est longue. Mais si à la fin tout le monde meurt au même moment, ça n'a pas vraiment de sens. Ce qu'il faut, c'est diminuer le risque de mourir d'un cancer du poumon. Donc guérir les gens grâce au dépistage. Donc comment on fait le dépistage du cancer du poumon? On identifie ces personnes, plus de 50 ans, plus de 25 ans de tabac. Donc là, il y a un enjeu parce que c'est pas juste une question d'âge. Donc on ne peut pas aller contacter toutes les personnes de plus de 50 ans grâce au fichier de la sécurité sociale comme on peut le faire pour la mammographie. Non, il y a quelque chose de déclaratif, de dire oui, j'ai fumé plus de 20 ans. Donc il y a un enjeu sur l'identification de cette population-là et c'est beaucoup de l'autodéclaration parce qu'on ne peut pas savoir qui fume, qui fume pas. Le scanner est donc un examen de radio très simple. L'idée est de détecter ces petites, ce qu'on appelle des nodules, ces petits cancers du poumon qui mesurent entre 5 mm, 1, 2 cm finalement. Et ensuite, on opère finalement le patient, ce qui permet de guérir ce cancer du poumon. Alors le dépistage du cancer du poumon, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que finalement, le cancer du poumon, c'est compliqué d'une part parce que c'est un cancer qui est très lié au tabac, donc à une attitude finalement, à une consommation particulière. C'est pas comme les autres cancers que l'on dépiste en France. Cancer du sein, cancer de la prostate, il n'y a pas vraiment de facteur de risque identifié, hormis le fait d'être une femme, le fait d'être un homme, même si effectivement il y a des facteurs qui aggravent ce risque, mais pas dans la proportion du tabac. Quand on est fumeur, on a 20 fois plus de risque de développer un cancer du poumon qu'un non-fumeur. Le tabagisme dans le cancer du sein, c'est une augmentation du risque de 1,5 ou de 1,8. Donc finalement, c'est beaucoup plus faible comme impact finalement. Et donc longtemps, le cancer du poumon a été considéré comme étant de la responsabilité de l'individu, qui choisit ou pas de fumer. En fait, c'est pas ça. On sait que le tabagisme est une addiction en soi, c'est une maladie à prendre en charge. Il y a des facteurs génétiques qui favorisent finalement le tabagisme. Donc il faut sortir finalement de cette discussion à dire finalement c'est à cause des habitudes de vie que les personnes vont développer le cancer du poumon. Et donc longtemps, pendant une dizaine d'années, en France, la Haute Autorité de Santé n'était pas très favorable au concept même de dépister le cancer du poumon qui est associé finalement à ce tabagisme. Les choses ont changé et aujourd'hui finalement la Haute Autorité de Santé a plutôt mis en avant le fait qu'il faille dépister le cancer du poumon. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites aussi sur la prévention primaire du cancer du poumon, toute la lutte contre le tabagisme, l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, le paquet neutre. Ça, c'est des choses qui, bien sûr, vont contribuer à la diminution des cancers du poumon, mais dans 20 ans. Le délai entre le début du tabagisme et finalement le développement du cancer, c'est de l'ordre d'une vingtaine d'années. Et puis d'autre part, le dépistage du cancer du poumon fait partie aujourd'hui du plan décennal, de la stratégie décennale de l'Institut national du cancer, comme étant un objectif à l'horizon finalement 2030 d'être en capacité d'avoir un dépistage organisé finalement du cancer du poumon dans notre pays, comme c'est le cas dans de nombreux pays autour de nous, que ce soit en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique et un peu plus loin au Canada ou aux États-Unis, où ces programmes de dépistage sont organisés finalement chez tous les individus, proposés à tous les individus
toutes les personnes à risque. Alors, il faut démontrer que faire des scanners comme ça à des personnes à risque fonctionne, c'est-à-dire réduit le risque de mourir du cancer du poumon. Et donc, ça, c'est 3 études avec des courbes qui montrent finalement la mortalité liée au cancer du poumon au cours du temps. Donc, c'est des études, vous voyez, qui sont conduites sur une dizaine d'années, donc c'est très long à faire. L'étude principale, elle date de 2011, elle a été rapportée en 2011, elle a été conduite entre 2000 et 2011 aux États-Unis, et finalement, on prenait des participants, plus de 50 ans, plus de 25 ans de tabac, on leur proposait d'être tirés au sort entre rien du tout, juste un suivi médical habituel, et la réalisation de scanners à 1 an d'intervalle 3 fois. Donc quelque chose qui dure relativement limité dans le temps. Et ensuite on a regardé les patients qui évoluaient, qui développaient ou pas un cancer du poumon, et surtout on a regardé la mortalité de ces patients 10 ans plus tard, de ces personnes 10 ans plus tard. Et donc finalement entre ceux qui n'avaient rien eu, c'est-à-dire une radio de poumon qui ne sert à rien, ou un scanner, on s'aperçoit que le fait d'avoir fait ces scanners 3 fois de suite a réduit la mortalité par cancer du poumon de l'ordre de 20%. C'est la même chose que l'effet de la mammographie dans le cancer du sein, c'est la même chose que l'effet du dépistage, l'effet que l'on a avec le dépistage du cancer du col. Donc on est dans ce qu'on attend finalement en termes d'efficacité d'un dépistage. Donc ça, ce sont des résultats qui ont été montrés voilà, il y a maintenant plus de 10 ans finalement, 20% de réduction de la mortalité et une réduction de mortalité aussi globale. Ça c'est important parce que le dépistage il ne doit pas entraîner chez les personnes qui n'ont pas de cancer un surrisque de mourir d'autre chose à cause du scanner, à cause de ce que le scanner va enclencher comme actes médicaux. Il y a plutôt une réduction de la mortalité globale, parce qu'en fait, quand on fait un scanner des poumons, on regarde aussi le cœur, on regarde les coronaires, donc il y a un effet aussi sur les autres maladies qui peuvent être liées au tabac. Alors la question, c'est de se dire, est-ce que ce dépistage, il fonctionne dans d'autres contextes d'organisation des soins et d'autres systèmes de santé? Oui, en Europe, Nelson, c'est une étude Pays-Bas-Belgique, avec le même type de principe, un scanner versus pas de scanner, et là encore, finalement, on réduit la mortalité, 24% chez les hommes, et même 33% chez les femmes. Donc il y a même un effet supérieur, finalement, du dépistage chez les femmes. Ce qui est intéressant dans le Nelson, c'est que ça se passait sur 5 ans et demi, donc une période un peu plus prolongée de dépistage, et des scanners un peu plus espacés. Donc on voit qu'on n'est pas obligé de faire des scanners très rapprochés, en fait. Tous les ans, on peut passer à 18 mois, et en fait, on a un effet qui est du même ordre. Puis il y a une cohorte italienne qui retrouve exactement le même type de résultat. Donc faire des scanners à des personnes à risque, plus de 50 ans, plus de 25 ans de tabac, ça marche, ça réduit finalement la mortalité par cancer du poumon. Donc on a un outil qui est efficace, qui est disponible, hein, les scanners sont relativement disponibles dans notre pays, et donc finalement, en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait des scanners thoraciques, c'est des scanners à faible débit de dose, c'est pas trop irradiant finalement, c'est l'équivalent de 3 radios des poumons, donc c'est très faible, c'est l'équivalent d'un vol transatlantique, donc c'est une irradiation qui est finalement très très faible. Il n'y a pas d'injection d'iode, et effectivement, on les fait comme dans l'étude européenne, à 1 an d'intervalle, puis tous les 2 ans, on espace finalement dans le temps. Non, ça, ce sont les propositions qui émanent des études précédentes, en disant, parce que finalement, à partir de ces études qu'on comparait dépistage à pas de dépistage, il y a des recommandations qui ont été mises en place en faisant la synthèse de ces résultats, des différents critères plus précis de sélection des participants dans ces essais. Et donc, il y a des recommandations aujourd'hui, internationales et françaises, sur quelle est la population pour le dépistage, comment faire le dépistage. La population, c'est les plus de 50 ans. On s'arrête à 75 ans parce qu'au-dessus de 75 ans, on ne sait pas si le dépistage fonctionne. Il y a d'autres comorbidités, il y a plus de risques à la chirurgie, etc. Donc les plus de 50 ans, plus de 25 ans finalement de tabagisme, mais on module ça avec la quantité de cigarettes fumées. Donc le score de sélection est un peu plus précis. Il faut que les personnes soient potentiellement éligibles à la chirurgie, pas qu'ils aient d'autres problèmes de santé, parce que sinon on va dire ils ont un cancer du poumon, mais on ne va pas pouvoir le traiter. Donc ça n'a pas de sens finalement de faire un dépistage. Et finalement, au-delà de 75 ans, on n'a pas de données finalement là-dessus. Alors en fait, c'est compliqué le dépistage, parce qu'en fait, quand on fait ça, on va retrouver un nodule, c'est-à-dire ces petites anomalies
que l'on voit sur le scanner, ça, ces petites taches dans le poumon, chez un tiers des personnes de plus de 50 ans. Quand on fait des scanners aux personnes de plus de 50 ans qui sont ici à Santexpo, il y a une personne sur 3 qui va avoir une anomalie dans le poumon. Parce que le poumon est un organe qui est exposé et donc il y a des séquelles d'infection, il y a effectivement des inflammations qui peuvent se produire. Et donc, toutes ces taches, tous ces nodules ne sont pas des cancers du poumon. Et donc, c'est ça qui fait la difficulté du dépistage du cancer du poumon, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la population, qu'on a expliqué les choses, il faut dire à ces participants, mais attention, on va vous faire un scanner, on s'attend à ce qu'il y ait des anomalies. C'est très fréquent, il y a une chance sur 3 qu'il y ait des anomalies. Toutes ces anomalies ne sont pas des cancers du poumon, et donc il va y avoir tout un enjeu d'expertise sur, finalement, l'interprétation des scanners. Comme c'est le cas d'ailleurs avec la mammographie, où il y a une double lecture, mais là, on va voir beaucoup d'anomalies, et toutes ces anomalies ne sont pas des cancers du poumon. Donc il y a tout un enjeu, finalement, autour de l'expertise sur les anomalies qui sont visualisées, qu'on appelle les nodules. Et il va falloir regarder le volume de ce nodule pour savoir si, oui, c'est vraiment un nodule qui est suspect, auquel cas on va aller vers une chirurgie, finalement. Mais il ne faut pas, de l'autre côté, quand le nodule apparaît comme étant plutôt d'allure bénigne, il ne faut pas faire des chirurgies pour rien. Parce que là, on va créer des risques, et du coup, on va réduire l'efficacité à la fois à l'échelon individuel, mais aussi à l'échelle, finalement, de la population que l'on veut dépister. Donc, il y a tout cet enjeu d'expertise sur le nodule, ce qui fait que le dépistage, aujourd'hui, doit être conduit dans des équipes multidisciplinaires qui font de la pneumologie, qui font de la chirurgie, avec une expertise de radiologie pour faire les ponctions, prendre des morceaux de ces nodules, mais pas, et avec, finalement, une discussion pluridisciplinaire sur la prise en charge de ces dépistages et de ces anomalies. Voilà. Il y a beaucoup de questions encore en fait sur le dépistage. Éviter le surdiagnostic, c'est-à-dire éviter de prendre en charge des nodules qui sont bénins de façon trop agressive. Il y a la question de l'irradiation cumulée, parce qu'effectivement on fait des scanners répétés à des personnes pendant un certain temps, et donc il faut mesurer finalement ce risque. Et puis il y a les aspects psychologiques. Parce qu'effectivement, à l'échelon individuel, il y a deux choses. On peut dire finalement, est-ce que le fait d'avoir un scanner normal va me rassurer et dire, je peux continuer de fumer finalement, puisque mon scanner est normal. Donc effectivement, permis de fumer, c'est l'un des points. En fait, dans les études européennes, en Belgique et l'étude italienne, c'est pas vraiment le cas. Les personnes qui s'engagent dans le dépistage vont souvent être aussi dans une démarche d'arrêter de fumer. Et donc, il faut coupler le dépistage à une prise en charge de tabacologie. Et il y a plutôt une réduction qui est 2 fois supérieure à la réduction spontanée du tabagisme. Vous savez, quand on dit à quelqu'un « Ah, ce serait bien que tu arrêtes de fumer », il y a 2% de probabilité pour que ça marche. Donc dites-le, et si vous le dites 50 fois, il y aura une personne qui arrêtera pour sûr. Donc, c'est quelque chose qu'il faut dire. Et bien là, on est plutôt à 4-5% finalement d'arrêt pour les personnes qui continuent de fumer. C'est pas ouf. Mais bon, voilà. Alors quand on couple une prise en charge tabacologique, c'est-à-dire que la personne va voir un tabacologue, là on est plutôt autour de 15% d'arrêt. Donc voilà. À 1 an, j'entends. Il y a la question du coût. Il y a 9 millions de personnes, 9 millions de personnes en France potentiellement éligibles au dépistage. Donc oui, il y a un enjeu de coût, il y a un enjeu d'accès finalement au scanner finalement, l'enjeu de la motivation et de l'explication finalement, et puis un enjeu surtout d'organisation. C'est-à-dire comment on fait pour identifier les personnes, comment on fait pour leur expliquer les tenants et les aboutissants du dépistage, comment on fait pour faire les scanners, et à la fin finalement, est-ce qu'on a finalement une prise en charge qui est adéquate finalement de ces anomalies. Donc finalement l'objectif c'est effectivement sélection de la population, interprétation des scanners, et puis d'autres choses, les biomarqueurs, qu'est-ce qu'on fait, dépistage associé, comment on organise, tout ça c'est des questions ouvertes. Et donc les recommandations de la HAS, la stratégie décennale, elle dit faites des expériences pilotes. C'est-à-dire à l'échelle d'une région ou plus largement, expérimentez plusieurs façons de le faire. Parce qu'avant de choisir une organisation ou des organisations, il faut essayer, il faut voir si ça marche. Et donc il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en cours finalement dans notre pays. L'une des propositions, c'est celle de l'Institut Curie avec l'Institut Mutualisme Montsouris, c'est justement d'essayer de dire le dépistage, il ne doit pas être trop centré sur les structures de soins, qui finalement ont certes une vocation à
organiser les choses, mais pas forcément une vocation à accueillir finalement des personnes qui ne sont pas malades, qui sont des personnes à haut risque finalement, mais dont le dépistage doit se conduire probablement dans des structures très ambulatoires, s'adapter au mode de vie des gens pour qu'il y ait effectivement une participation. Et donc notre modèle, c'est de dire, on va avoir une auto-sélection des participants à travers un questionnaire en ligne finalement de sélection, et notamment pour capter le tabagisme finalement de ces personnes. Ensuite, on va avoir une visite dans un centre de santé, donc l'étude se fait à l'échelle de l'Île-de-France, et donc dans des structures ambulatoires, proches du domicile des personnes, pour que ce soit simple. On va expliquer finalement les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qu'on attend du scanner, qu'est-ce qu'on n'en attend pas, la nécessité de répéter le dépistage au cours du temps. Et puis ensuite, le scanner est réalisé avec une double interprétation par un pneumologue et un radiologue. L'idée étant de dire, dans la conclusion du scanner, il y a tout de suite l'attitude à avoir. Est-ce qu'on dit on est complètement rassuré, on refait un scanner comme prévu dans un an? Est-ce que dire non, là c'est suspect, on lance tout de suite finalement une stratégie pour aller vers la chirurgie finalement de cette lésion, ou bien on ne sait pas et on va répéter le scanner de façon un peu plus répétée. L'idée étant là encore que ce soit rapide, fluide finalement, avec d'emblée un niveau d'expertise sur ces anomalies et sur l'interprétation des scanners. Donc là, le modèle finalement qu'on cherche à tester, c'est un modèle assez autonomisant pour le participant, parce que finalement, il va évaluer lui-même en quelque sorte son éligibilité, même si elle va être contrôlée ensuite par le médecin. On est sur un modèle très ambulatoire finalement, où on fait une consultation physique dans un centre de santé la première fois. Après, il y a le scanner qui est réalisé, et ensuite il y a une téléconsultation pour le compte rendu du scanner. Et puis ensuite, voilà. Donc on essaie de minimiser aussi finalement le nombre de visites, on essaye de sortir finalement de la structure hospitalière en elle-même. Et donc ça, c'est un projet qui commence, qui va se lancer finalement en Île-de-France d'ici le 4e trimestre finalement de cette année. Alors il y a plein de questions sur le dépistage, parce qu'effectivement, on est encore aujourd'hui à appliquer ce qui a été fait dans ces études qui ont démontré l'intérêt du dépistage, mais entre-temps, il y a beaucoup de choses finalement qui ont évolué, et notamment, on sait aujourd'hui que l'interprétation automatique des scanners, c'est possible. L'intelligence artificielle est un moyen finalement de détecter les anomalies, alors que l'on voit là de façon évidente, mais il y en a qui peuvent être plus difficiles finalement à voir lorsque notamment ces anomalies sont petites, et donc ça peut être aussi un outil d'aide finalement, d'automatisation, parce que là on va faire 500 personnes finalement sur notre expérience pilote, mais quand on va être à plusieurs millions de personnes, effectivement il faudra peut-être trouver des moyens finalement, ou en tout cas avancer pour plus tard finalement dans cette détection-là. Deuxième chose, il y a beaucoup de questions autour de la sélection, parce qu'on dit oui, c'est le tabagisme, c'est l'âge, il y a probablement d'autres facteurs finalement qui jouent dans le risque. Il y a probablement la possibilité d'étudier des biomarqueurs, c'est-à-dire de faire une prise de sang et d'analyser un certain nombre de paramètres qui vont soit dire cette personne est un peu plus à risque que les autres, donc elle va plus encore être éligible à un dépistage peut-être plus tôt que 50 ans, peut-être avec un tabagisme un peu plus faible. Ça permet de sélectionner peut-être une population avant de faire le scanner, mais ça peut aussi nous aider dans l'interprétation du scanner. C'est-à-dire un paramètre plus une image. Est-ce que là, c'est vraiment une image à risque, ou au contraire, on est complètement rassuré? Donc les biomarqueurs, c'est soit avant le scanner, soit après le scanner. Et ça, c'est des choses que l'on peut évaluer en parallèle de ces expériences pilotes. Exactement, on a la capacité de collecter les scanners pour des analyses d'intelligence artificielle plus tard, pas forcément là en direct. Et on collecte également du sang pour des paramètres avant. Voilà. L'idée là encore étant d'être plutôt dans l'idée, le paramètre sanguin, il viendrait plutôt nous aider à sélectionner et diminuer le nombre de scanners, parce que la charge pour le système de santé en termes de nombre de scanners, c'est quand même important. Si on est à 20 millions de scanners en plus, on n'a pas forcément cette capacité-là aujourd'hui facilement. Donc en fait, il faut sélectionner les personnes plutôt avant le scanner que après. Et puis d'autre part, tout ça, c'est comprendre la biologie du cancer à un stade très précoce, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. La plupart des données sur la biologie des cancers, c'est sur des grosses tumeurs, sur des tumeurs métastatiques, et on connaît mal finalement la biologie de ces tout petits cancers
Pourquoi ils surviennent finalement? Parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est fumeur qu'on va faire un cancer du poumon. Il y a 98% des fumeurs qui chaque année, même s'ils sont très à risque, ne font pas de cancer du poumon. Donc il faut comprendre cette biologie-là. On a beaucoup d'outils. Ceci est une représentation de toutes les cellules d'un cancer du poumon, regroupées en fonction de paramètres génomiques. Et donc on comprend comment finalement le cancer peut être amené à échapper aux systèmes de défense qui sont normalement là pour éviter le développement des cancers de stade précoce. C'est multidisciplinaire et très partenarial. Un programme de dépistage ne se fait pas tout seul, il se fait avec les structures de soins qui sont autour de soi. On va beaucoup miser sur les centres de santé, mais on doit miser sur les équipes de chirurgie, de pneumologie finalement. On a ce partenariat avec l'Institut Mutualisme Montsouris qui est absolument la clé. On ne peut pas faire un programme de dépistage tout seul, c'est quelque chose qui doit se faire finalement avec d'autres. Voilà les éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui sur ce groupe de patients, de personnes à haut risque finalement, dans le cadre finalement du dépistage du cancer du poumon. Merci.